Bonjour, vendredi 19 juillet, notre dernière journée de la semaine et ce sera le début aujourd'hui des fameuses vacances de la construction. Pour ceux qui entament leur pause estivale, je vous souhaite d'en profiter pleinement. Ici Chantal Lavoie, de nouveau réunie pour notre émission Aime l'été. L'invitée avec laquelle nous passerons la prochaine heure viendra justement nous parler de repos, souvent nécessaire, et aussi de ces petits et grands bonheurs de la vie après des années plus difficiles. Il sera question également de sa dernière année d'engagement et de bénévolat. Cela dit, les Jeux olympiques d'été à Paris arrivent à grands pas, mais on se prépare aussi pour les Jeux paralympiques qui se dérouleront plus tard au mois d'août. Et surprise, une équipe québécoise a remporté la Transat Québec-Saint-Malo au début de la semaine. Un exploit que nous allons célébrer avec une des membres de l'équipage. Où que vous soyez, c'est un plaisir de vous présenter nos sujets et nos invités. Voici Aime l'été. Et aujourd'hui, en ce vendredi, nous allons passer l'heure en compagnie de la médaillée olympique en plongeon Annie Pelletier. On va mettre un petit peu de côté l'exploit olympique qui remonte quand même à 1996 pour parler plutôt de sa dernière année d'engagement et de bénévolat, mais aussi de son parcours de vie, des défis qu'il nous faut parfois surmonter et des prochaines étapes qui s'en viennent pour elle. On va recevoir Yvan Deslauriers, animateur ici même à Canal M, qui va discuter avec nous des Jeux paralympiques et des athlètes qu'il a rencontrés dans le cadre d'une série de 4 émissions qui seront diffusées au mois d'août à notre antenne. Notre autre invitée d'aujourd'hui sera André-Anne Chevalier, originaire de Repentigny, qui est en Bretagne en ce moment après avoir remporté il y a quelques jours à peine la Transat Québec-Saint-Malo, une équipe d'amateurs majoritairement québécoises qui célèbre cette victoire surprise. Alors on a bien hâte de lui parler à Aime l'été. Il me semblait que j'avais beaucoup de choses à dire, Nathalie. Alors, c'est ça, donc, à tel point que oui, que je m'enfargeais, parce qu'il y avait beaucoup de matière. Ouais, alors, ce sera une émission fort intéressante. Et effectivement. Nathalie, on accueille quelqu'un que tu connais bien. Ben, écoute, c'est étrange. On a un lien en commun, hein? Oui. Alors, Qui date de 1987. Oh là là, Annie Pelletier, bonjour. Oui, Bonjour. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir. Je vais te tutoyer quand même, puisqu'on passe l'heure ensemble. Hein. Et puis, oui, c'est vraiment un plaisir. Mais c'est pas la première fois qu'on t'entend à Canal M. Hein. Je sais que tu avais fait une entrevue avec Jean-Marie Lapointe aussi. Alors, tu avais quand même passé une bonne heure avec lui aussi. Alors, on est gâtés, parce que c'est un doublé. On reprend ça différemment. Et puis, c'est ça. On va parler, bien sûr, de ce que tu as vécu dans les dernières années, mais aussi des prochaines étapes de ta vie, parce que tu as 50 ans. Est-ce qu'on peut le dire? Ah oui, on peut le dire. Quinquagénaire depuis décembre dernier. Non, mais vraiment. Et je survis quand même. Non, mais c'est incroyable, hein, parce qu'on dirait que c'est hier qu'on te voyait au jeu en 1996. Alors, mais ça ne nous rajeunit pas personne, remarque. Là. Ouais, vous trouvez? Ben moi, je trouve que depuis 28 ans, il s'en est passé des choses. Mais non, mais c'est ça, mais dans le sens que, oui, il s'est passé plein de choses, mais moi, j'ai pas l'impression que c'était hier. Oui, parce que toi, ta vie a été tellement meublée de toutes sortes de choses. Même que je trouve que des fois, étant donné qu'à cette époque-là, 1996, on n'avait pas les téléphones cellulaires qu'on a aujourd'hui avec les photos, tout ça. Premièrement, j'ai pas énormément de photos. Deuxièmement, j'ai pas énormément de souvenirs vidéo. J'en ai seulement qu'un. Donc, plus les années passent, plus ce souvenir-là s'estompe avec le temps. Dans le fond, ce que je me rappelle, c'est ce que je vois en vidéo. Parce que j'ai pas de photos pour me rappeler de ma chambre d'hôtel, du village des athlètes nécessairement. J'étais tellement focus. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais pas une touriste. Hein? Je suis arrivée là-bas vraiment avec un but précis. C'est ça. Je trouve que le souvenir s'estompe année après année. Je sais que je l'ai réussi. J'ai encore ma médaille sur mon foyer. Mais voilà, c'est... C'est comme une autre vie, en quelque sorte. C'est comme une autre vie, oui. Parce qu'après ça, évidemment, tu as été très active aussi. Hein? On t'a vu commenter les Jeux olympiques suivants. Là. Évidemment, tu as été la spécialiste en plongeon. Alors, et puis là... Et tu as été chanceuse. Tu as fait beaucoup de routes. Tu t'es promenée beaucoup
beaucoup. Tu as fait beaucoup de voyages pour ça. Hein? Tout à fait, oui. J'ai fait les Jeux tout de suite après ma retraite, donc en 96. Il y a eu les Jeux olympiques de l'an 2000 à Sydney. Là, j'ai fait analyste plongeon avec René Poitier, le grand René Poitier. Oui. Ensuite de ça, il y a eu 2002, c'était Salt Lake City, c'était les Jeux d'hiver. Donc là-bas, on m'a envoyé dans la zone mixte pour le patinage artistique, qui était une de mes disciplines préférées, et le courte piste où on avait plein de Québécois qui performaient haut la main. Donc, j'étais vraiment choyée. 2004, ensuite, ça a été Athènes, le plongeon. 2006, Turin. 2008, Pékin. 2012, Londres. Et j'ai terminé cette épopée-là avec 2016 à Rio, au Brésil, là, pour mes derniers Jeux en tant qu'analyste. Ouais. Et après ça, j'ai passé le flambeau. Tout à fait, oui. Roselyne Filion a pris le relais aussi à un moment donné. Oui. Oui, c'est ça. Et Émilie Emmans aussi. Tout à fait. Il y a Alexandre Despatie aussi qui est dans les médias. Exact. Donc, la relève est bien assurée. Oui, c'est bien. Et puis, tu as inspiré ces gens-là aussi. Je pense à Roselyne, elle était quand même toute jeune au moment de ta compétition. Alors, tout ça, ça a été, évidemment, ça a influencé le parcours de d'autres jeunes. Est-ce que tu mesures est-ce que tu as réalisé la pleine mesure de ton héritage? Peut-être pas au début, mais c'est sûr que quand tu lis des entrevues de Roselyne qui va dire qu'elle a commencé à plonger après m'avoir vue sur le tremplin dans sa télévision, ben là, c'est une autre genre de médaille, tu sais, c'est vraiment un privilège que de pouvoir inspirer ou de pouvoir influencer une nouvelle génération à essayer ce sport-là. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que Roselyne a gagné une médaille de bronze, elle aussi, le 31 juillet, elle aussi, parce que moi, c'est le 31 juillet. Donc, on a beaucoup de choses en commun et j'étais là quand elle a gagné, puis c'est moi qui ai analysé sa performance. C'est incroyable. C'est comme si ça s'invente pas. Non, là. tout à fait. On pourrait faire un film avec ça. Alors, c'est comme si ça avait fait des petits, mais en fait, c'est drôle parce que là, aujourd'hui, t'es maman. Oui. Alors, c'est sûr que là, c'est autre chose. Alors, tu as finalement tracé un peu la voie à ton fils, Arthur, et puis, alors, c'est une autre réalité complètement que tu vis présentement, mais au fond, c'est un peu le même... c'est autre chose, mais c'est un peu dans la même lignée, finalement. Et de la transmission... Je pense que comme parents, on est des modèles. Tout à fait. On essaie d'être des modèles oui. avec nos qualités et nos failles, mais on essaie de paver chemin et de leur offrir le meilleur coffre à outils pour la vie, parce qu'après ça, ils volent de leurs propres ailes. Puis... Moi, je voulais juste revenir sur le passé, oui. ta jeunesse. Et de là, le lien qu'on a ensemble. Oui. Alors, mon papa, moi, était enseignant. Et puis, je connaissais pas Annie, mais mon père t'a enseigné. Tout à fait, à partir de 87, secondaire 1 à secondaire 5 au Collège Mont-Royal dans l'est de Montréal. À Tétroville, exactement. Donc, mon père est enseignant. Puis, mon père me parlait d'Annie, que je ne connaissais pas. Et il me disait à quel point les sacrifices étaient grands. Parce que quand il y avait des événements, peu importe, festivals, des sorties, souvent Annie s'entraînait. Oui. Tu participais pas à ça, mais il faut le mentionner. T'as fait des sacrifices énormes. Tu sais, le mot sacrifice, pour moi, il est plus ou moins... peut-être qu'avec le recul, où il y en a eu certains sacrifices, parce que, tu sais, c'est quand même l'adolescence, c'est particulier, c'est important. Les pères, PAIRS, là, sont importants. Mais vous savez que j'ai encore mes 3 amis du secondaire dont je suis très, très, très près. C'est encore mes meilleurs amis. Donc, Martin, Emmanuela, Michael, ils étaient là pendant mes 5 années du secondaire, puis ils sont encore dans ma vie. On est très proches. Donc, c'est pas tout qui a été perdu pendant ces 5 années-là. Puis quand on parle de sacrifice, je préfère parler de choix. Parce que ça a été vraiment un choix pour moi. Tu sais, il n'y a pas personne qui m'a tordu le bras. C'est même moi qui était comme un cheval, puis mes parents devaient me retenir au lieu de me fouetter pour avancer. Tu n'avais pas besoin de ça, toi? Non, mais j'avais vraiment cette passion-là, cette obsession-là même. En quelque sorte, oui. De podium olympique depuis que j'étais toute petite. Alors, c'était comme un choix. Tu avais cette rigueur, cette maturité. Je sais pas, maturité, je sais quand même, pas. Non, mais quelque part, rigueur, cette passion tout à fait, qui t'amenait finalement à être très sérieuse. Et tu rêvais de gymnastique quand tu étais petite. Je rêvais de remporter une médaille, d'aller aux Jeux olympiques en gymnastique, parce que Nadia Comaneci a été ma première idole. Et à un moment donné, sur mes dessins, parce que j'ai fait énormément de dessins de moi sur le podium avec des anneaux olympiques un peu partout, bien, à un moment donné, le maillot, le léotard a changé.
changé. On est passé d'un maillot de gymnastique à manches longues à un costume de bain speedo, là, tu sais. À l'âge de 13 ans, je suis partie de la gymnastique pour le plongeon. Ouais. Puis j'avais écrit dans mon journal personnel que j'avais comme jeune adolescente que si le bon Dieu m'avait donné le talent, que je ferais tout pour gagner une médaille olympique un jour. Puis c'était un peu prétentieux parce que c'est pas parce que tu as du talent que tu peux y arriver. Que tu peux accéder à ça, mais quand même, c'est déjà, tu avais semé les graines. Ah oui. Oui, c'est ça, pour C'est une forme de réussir. visualisation. Tout à Sans fait. le savoir. Alors que quand tu le fais, oui. tu le savais pas, mais c'est une forme de visualisation. Je me C'est souviens. vrai. Oui, Yannick Nézet-Séguin a fait la même chose que toi. Ah oui? Il était tout petit. C'est vrai, Et j'ai il- lu là-dessus. Et il y a des dessins de lui à l'âge d'à peu près 7-8 ans où il est chef d'orchestre. C'est Absolument. une forme de On le visualisation. voit, là, il a peut-être Oui, 10 oui. ans, puis Exactement. il s'amuse à Ouais. diriger, c'est ça, en écoutant de la musique. Mais en fait, donc, c'est sûr que là, on peut pas, évidemment, dans ton parcours de vie, dans les dernières années, c'est sûr qu'il y a eu des événements difficiles, évidemment, qui t'ont beaucoup bousculé. La perte de tes parents, ça a quand même été quelque chose, ça. Tu en as parlé dans les médias quand même. Tu as partagé ça. Ça a été difficile. Et bon, ta mère, ça a été quand même, c'est assez récent aussi. Mais ça fait 2 ans hier. Ça fait 2 ans. Oui. Alors, écoute... Hier, ça a été une journée un peu particulière. J'imagine, Puis mon oui. fils, en plus, il a eu un peu de fièvre. Puis on a fait des commissions. Puis je me sentais... je me rappelais d'il y a 2 ans, à telle heure, comment je me sentais à telle heure, à 5h10, son décès. Quand je suis arrivée chez moi vers 8-9 heures, il y avait un gros orage. Je me sentais tout seul au monde, là. Puis en plus, mon fils était chez son papa. Donc, quand je suis arrivée dans la maison, c'était sombre, il pleuvait. C'est comme un mauvais film d'horreur, là. C'est un ça. film... Et puis, Mais, tu étais confrontée, tu as été quand même confrontée à ces expériences humaines assez rapidement parce que même quand tu étais analyste, à Rio notamment, ton père, par la suite, a demandé Oui. l'aide médicale à mourir. Il était déjà malade quand tu es partie. Exact. Tu t'interrogeais d'ailleurs si tu devais partir ou pas, mais ton fils était né à ce moment-là. Il avait 10 mois. Ouais. Oui. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose. Et là, tu arrives, à 50 ans. C'est sûr que il y a eu quand même un petit revirement, c'est-à-dire que tu as par la suite dû prendre une pause, faire une pause. Là, présentement, tu es d'ailleurs en sabbatique, hein? Oui, il me reste quelques semaines parce que j'ai décroché un nouvel emploi pour la rentrée. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est, Annie? C'est la première fois que je peux en parler. Oh! En fait, mon projet, c'est de devenir éducatrice spécialisée. Donc, je prévois un retour aux études. Donc, là, je suis en train de regarder au niveau de l'AEC versus la RAC, là, la reconnaissance des acquis et tout ça. Mais je vais avoir plusieurs cours à prendre dans la prochaine année. Mais je vais commencer à l'école Bel-Essor comme préposée aux élèves handicapés. Donc, c'est une école qui accueille 117 élèves handicapés. Oui. Et c'est là que je suis bénévole avec eux depuis 9 mois déjà. Et c'est là que je suis tombée c'est ça, en parce que amour avec nos t'as- jeunes, avec les profs, avec les éducatrices, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les infirmières, Aïe, avec aïe. tout ce staff-là, ce personnel-là passionné à pour fait. les enfants qui ont de grands défis de vie. C'est ça, parce que ta dernière année, c'est ça, ça a été occupé au bénévolat. Finalement, tu t'es carrément investi. Mais de toute façon, il reste que dans ta famille, tu avais déjà ton frère aussi, Oui. Michel, Oui. qui avait un handicap, une déficience intellectuelle. Et puis, donc, tu étais déjà sensibilisée toute ta vie. Finalement, on dirait que la vie t'a préparé à avoir ce don de soi. Je pense que oui. Le don de soi, la facilité d'entrer en communication avec les gens différents, qui ont une différence. Bon, on a tous notre différence, mais on parle de déficience ici, physique ou motrice ou intellectuelle. Puis c'est ça, mon frère a 11 ans de plus. Alors moi, quand je suis née, j'étais déjà plongée dans cet environnement-là à la maison, Exact. que d'être indulgent, d'être patient, puis de comprendre la différence, de l'accueillir, Ouais. puis de l'accepter aussi. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que ton frère, finalement, lui, c'est un excellent quilleur. Hein? C'est-à-dire, c'est un joueur de quilles. C'est ce Mais que- en fait, oui, quelque sorte. jusqu'à la pandémie, là, il a joué pendant une trentaine d'années, là. Un excellent joueur de bowling. C'était incroyable. Là. Moi, je lui demandais des autographes de temps en temps quand je savais pas. Mais je l'ai déjà vu faire 7 abats de suite. Puis une partie parfaite, c'est 300. Puis je l'ai déjà vu faire 287, je pense.
Puis il y a vraiment une technique particulière parce qu'il y a un œil qui voit pas, l'autre qui voit plus ou moins, il est chambranlant. Son équilibre, là, il serait pas un bon funambule. Là. Tu sais, il y a un équilibre un peu précaire. Puis la façon qu'il se place, ça, la boule roule jamais très vite, mais fait des abats pratiquement à tout coup. Donc, mais dis-moi, il faisait partie d'une ligue ou... Ben oui, il fait partie d'une ligue. Là. Il était au bowling L'Assomption, sur l'Assomption, coin Sherbrooke, dans l'Est-la-Ville. Ouais. Il a été là très, très longtemps et avec une ligue régulière. Alors ça, pour lui, l'inclusion, c'était important pour lui. Exact. Et Donc, ça lui a un petit peu sauvé la vie, façon de parler. Oui. Ça l'a, toi-même, tu prônes beaucoup ça, les sports. Tu as vu la différence chez ton frère. J'ai vu la différence. Comment lui, en tant que joueur de hockey, se définissait pas juste en tant que déficient intellectuel, mais en tant que joueur de hockey, puis il y avait une équipe, puis il était encouragé, puis il devait encourager les autres, puis il y avait des engagements, donc il fallait qu'il ait pratiqué, puis au niveau de la motricité, au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, puis du bonheur. Tu sais, c'est quoi le bonheur? C'est d'accomplir des petites victoires. Fait que là, quand il y a des fois qu'il revenait puis il disait « Ouais, ce soir, j'ai fait bien des dallos », mais il y a bien des fois où mon frère Alain, mon autre frère Alain et moi, on allait le chercher après le bowling, on allait le reconduire dans sa ressource. Il a été longtemps en ressources familiales et intermédiaires. Puis là, on lui demandait « comment ça a été aujourd'hui? » Puis des fois, il était bien fier de nous montrer son carnet avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abats de suite. Là, tu sais, c'était fascinant. Quand même. Ce qu'on n'arrive pas à faire, nous. Non, pas du tout. Puis moi, des fois, j'allais jouer avec lui, là. Oui. Puis je me forçais vraiment, je me concentrais, là. Puis je me disais, c'est pas vrai, il va pas me battre, là. Mais non, il me battait à tout coup. Puis, c'est une belle leçon de vie. Oui, C'est une mais belle ça a leçon de été vie. une inspiration pour toi, ton Tout à frère. fait. Même au tout début de ta carrière de plongeuse, hein? Oui. Ouais. Ça a été une grande source de motivation, une grande source aussi de... je pouvais pas me plaindre. Fait que ça a été un moteur aussi en même temps. Tu sais, ça a été... je pouvais pas me plaindre parce que moi, j'avais tellement tout. Tu sais, j'avais la santé, j'avais le talent, j'avais les aptitudes physiques, il fallait juste que je travaille pour tout développer ça. Par contre, ça m'est pas arrivé comme toute seule dans la bouche, là, comme ça. Il a fallu que je travaille fort. Là. J'ai commencé à faire du sport à 5 ans. J'ai gagné une médaille olympique à 22. Alors, c'est quand même... Évidemment, qu'à 5, 6, 7 ans, c'est moins intense. Mais je vous dirais qu'à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à 22 ans, ça a été extrêmement intense. Fait que c'est quand même plusieurs années. Mais j'avais quand même, tu sais, j'ai eu la santé pour réaliser ces rêves-là tout au long de ma carrière. Oui, j'ai eu des blessures, mais... alors que lui, je le voyais bûcher très fort pour accomplir des petites choses à mes yeux, comme faire ses nœuds dans ses lacets, bien brosser ses dents, son hygiène, bien s'habiller, se rappeler de son trajet, l'orientation spatiale, aller toute seule. Il allait voir des games de hockey puis de baseball très longtemps. Il a fait ça tout seul. Il prenait l'autobus, le métro. Aujourd'hui, il ne pourrait plus faire ça à 61 ans parce qu'il en a perdu un peu là, au niveau de l'orientation spatiale, de la mémoire aussi et tout ça, de la vision aussi. Hein, parce que... bien sûr. Puis il y a le vieillissement il y a normal le vieillissement, aussi. Tout à fait. Ouais, d'ailleurs, c'est ça. Bon, tu disais que tu avais été gâtée par la vie, tu avais ce talent, tout ça. Mais Nathalie, il faut dire qu'elle avait la beauté aussi. Oh mon Dieu, je lui disais cette semaine, parce qu'on a fait bien des jokes. On s'est écrit cette semaine, puis là, on a vu le front... la page couverture du bel âge. Alors, on a fait des farces, Annie et moi, puis on s'est dit, ben oui, on vieillit, qu'est-ce que tu veux, mais Annie sera toujours aussi belle. Merci. Mais oui, absolument, oui, tout à fait, alors, on peut confirmer. On le sent. On vieillit, oui. J'ai eu une prise de poids aussi dans la dernière année, là. J'ai vécu plein de choses, puis j'ai eu un soutien médical. Ça te va très bien, oui. Mais c'est ça, mais il y a aussi, évidemment, la période plus difficile que tu as passée aussi, tu as dû quand même te recentrer et puis vraiment faire un arrêt aussi. Puis bon, ça a été bénéfique parce que là, évidemment, tu repars sur de notre base. Et d'ailleurs, cette semaine, on en parlait, bien sûr, dans nos sujets, c'est ce qu'on disait, être capable de s'arrêter, de ralentir. Et puis, je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, de se recentrer puis de repenser notre vie. Bien là, tu passes à une autre étape de ta vie. C'est vraiment merveilleux. Je pense qu'on va devoir s'arrêter un tout petit peu parce qu'on va accueillir notre autre invité, finalement, qui va nous parler justement de sport paralympique. Alors, on s'arrête le temps d'une pause et on retrouve Yvan Deslauriers.
Et c'est le temps d'accueillir Yvan Deslauriers. Alors bonjour Yvan, qui travaille ici à Canal M, bien sûr, et tu as eu un mandat, évidemment, de notre directeur des programmes de travailler sur une prochaine émission sur le sport paralympique. Évidemment, on va continuer à parler avec Annie Pelletier, qui va rester avec nous tout au long de l'heure. Alors, vous vous êtes présenté, tout ça. Alors oui, Yvan, c'est ça, c'est un mandat finalement fort intéressant de rencontrer à la fois des athlètes avec les entraîneurs aussi, je pense. Oui. On a voulu mettre le projecteur sur 4 personnes. Mais en fait, c'est devenu 8 parce que on connaît les athlètes souvent. Moi, j'aime beaucoup. À partir de vendredi prochain, je vais être souvent devant la télévision, j'ai l'impression. Oui. Mais à partir du 28 août aussi, les projecteurs sont tournés vers les Jeux paralympiques et j'ai découvert des athlètes étonnants. J'ai découvert des personnes intéressantes. Puis, on a voulu mettre aussi le projecteur sur leurs entraîneurs parce que les athlètes, on les voit. Oui, mais les entraîneurs, on ne les voit pas. Oui, mais attends, c'est quelque chose, Annie. Oui, des fois, c'est pas toujours le focus n'est pas toujours sur les entraîneurs, bien entendu. Ouais. Puis moi, ce qui m'intéressait dans ça, c'est d'abord de connaître la personnalité des entraîneurs, mais de quelle façon ils approchaient les athlètes avec leur handicap. Puis, à force de parler, on s'aperçoit que le handicap, oui, il faut en tenir compte parce que ça impose des limites, mais c'est très vite oublié parce qu'on travaille beaucoup sur ce que l'athlète peut faire et pas sur ce sur quoi l'athlète ne peut pas faire. C'est ça. Alors vraiment, c'est toute une autre approche. Alors, c'est la 17e édition des Jeux paralympiques. Alors, c'est du 28 août au 8 septembre. Alors, d'ici là, tu auras rencontré 4 athlètes. Bon, les disciplines? Les disciplines, c'est les disciplines où le Canada a remporté des médailles il y a 4 ans à Tokyo. Du jeu qui était très spéciaux. Entre autres, je vais parler avec Priscilla Gagné. Elle était porte-drapeau de l'équipe canadienne. Elle est rentrée dans le stade à Tokyo et il n'y avait personne parce que c'était une époque où c'était la COVID. Alors, il y avait toutes sortes de restrictions. Quelle tristesse. Tous les athlètes qui ont connu ça, ils ont tellement hâte à Paris. Oui. Juste pour connaître une ambiance différente, pour connaître les encouragements et tout ça. Alors, donc, oui, je reviens à ta question. 4 disciplines, la paranatation, paraathlétisme. Je suis tellement tanné de mettre para devant toutes ces affaires-là. Ça fait beaucoup. Ben, à mon avis, c'est pas nécessaire non plus. Mais paracyclisme et parajudo. D'accord. Le Canada a gagné des médailles dans ces 4 épreuves-là en 2021, même si c'était les Jeux de 2020 à Tokyo. Et je voulais rencontrer des gens qui... comment ils se sont préparés? Quels étaient leurs espoirs par rapport à ces jeux-là? Ça a été des rencontres fascinantes. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, finalement, dans ces rencontres-là? Mon Dieu, c'est la volonté des gens de bien performer. Pas nécessairement d'avoir une médaille, mais de bien performer. Il y a Sabrina Duchesne, par exemple, qui est en paranatation. Elle fait les épreuves de 100 mètres et 400 mètres. Elle a gagné une médaille à Tokyo, une médaille en relais, 4 fois 100 mètres. Elle a un sourire extraordinaire. Puis moi, j'ai fait l'entrevue au téléphone. On entendait son sourire. C'est une personne qui est extrêmement positive dans la vie. Ensuite, du côté de Anthony Bouchard. Anthony Bouchard, lui, est en athlétisme. Il fait des courses de 100 mètres, 400 mètres en fauteuil roulant. Et lui, il a eu un accident dernièrement, il y a quelques années. Mais ça fait seulement que depuis 3 ans qu'il performe énormément en course en fauteuil roulant. Je l'ai interviewé lors des essais au centre Claude Robillard. Et c'était vraiment drôle parce qu'il était dans son fauteuil, il venait de faire un 400 mètres. Puis moi, j'étais assis par terre, puis on faisait l'entrevue de cette façon-là. C'était vraiment très drôle. Alexandre Hayward, lui, il vient de Quispamsis, au Nouveau-Brunswick. Lui, il roule autant sur la piste que sur la route. Puis il a l'air d'avoir autant de plaisir dans toutes ces affaires-là. Il a l'air surpris même de gagner des médailles pour faire ce genre de choses-là.
Et puis, évidemment, Priscilla Gagné. Priscilla Ouais. Gagné, c'est la mère de tout ce monde-là. Là. Elle a 38 ans, c'est ses troisième jeu. Ouais, quand même. Puis, elle a eu une médaille d'argent aux Jeux de Tokyo. Et elle a combattu quelqu'un. Elle ne le voit pas, elle est aveugle. Mais elle a combattu quelqu'un qui, aujourd'hui, ne pourrait pas faire les Jeux paralympiques parce qu'elle est classée comme voyante maintenant. Ah, d'accord. Alors, moi, à la blague, souvent, quand je l'interviewe, c'est arrivé à quelques reprises, je dis, ben finalement, tu as gagné une médaille d'or, toi? Ah non, mais vraiment, alors c'est des belles rencontres. Et là, ben, ça va être diffusé. On va avoir les dates exactes. Ça de devrait diffusion. commencer autour du 28 août. D'accord. Mais pour mon entrevue en judo, en principe, ça devrait arriver le lendemain de la compétition de judo. Fait que je voudrais changer ça un petit peu. Mais ça commence en principe le 28 août. Et on a un collègue, Dominique Tremblay, qui s'occupe de boccia d'un point de vue international. Il va être là. Oui, c'est ça, une discipline. Ben, vous parlez de la discipline, là? Oui, oui, oui. C'est ça. Oui. Ben, c'est particulier, oui. Puis il y a le gold ball aussi, hein, deux sports paralympiques assez particuliers, intéressants, oui. Alors, Dominique va parler avec Hélène Denis tous les jours pendant cette Ah! période-là et va nous faire des reportages. Ah ben c'est merveilleux. Alors ben on va en reparler. Bon, merci beaucoup Yvan Deslauriers d'être venu nous parler de cette série qui s'en vient pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Oui, alors entre le 28 août et le 8 septembre, on va suivre ça. Alors on s'arrête le temps d'une pause, nous, quelques minutes seulement, et puis on revient avec Annie et on revient aussi avec quelqu'un d'un peu spécial. Ouais. Tous les jours, vous écoutez Aime l'été. De retour pour cette deuxième moitié d'heure avec notamment Annie Pelletier. On va continuer toute la demi-heure avec elle, mais on accueille présentement André-Anne Chevalier, originaire de Repentigny, qui est en Bretagne en ce moment, après avoir remporté il y a quelques jours à peine la Transat Québec-Saint-Malo. Bonjour! Bonjour. Ah, et ce qui est extraordinaire, là, c'est que vous êtes finalement 16, vous étiez 16 comme membre d'équipage, mais vous êtes une équipe d'amateurs à toute fin pratique. Là. Vous compétitionniez face à des professionnels. Tout à fait. Donc, dans la course, il y a beaucoup de gens qui font ça dans la vie et qui étaient en compétition avec nous. On était dans la catégorie des plus gros bateaux, où est-ce qu'il y avait d'autres amateurs, mais on reste qu'on a gagné l'ensemble de la course avec notre performance. Et c'est incroyable quand même. Alors, ça s'est fait le 15, l'arrivée, le 15. Est-ce que vous étiez... comment ça se passe là, quand vous arrivez, quand vous êtes dans la course? Est-ce que vous savez à peu près votre position? Oui, il y a des trackers sur tous les bateaux pendant la course, puis il y a à peu près 1 heure de décalage entre le positionnement puis ce qu'on peut voir de nos adversaires pour pas avoir l'information en temps réel puis copier les prises de décision. Mais on le sait là, pas mal où est-ce que chacun est, puis on savait qu'on avait fait des choix de parcours très différents de nos concurrents. On est allé plus au nord, les gens en général sont allés vers le sud, mais ça s'est joué de très très près là, pour l'arrivée, puis on est arrivé presque tout le monde en même temps. Ces décisions-là se prennent parfois, j'imagine, en route. Tout dépend des conditions météo. Vous avez à prendre des décisions et vous avez aussi à vous rallier, finalement, au chef de l'équipage. Tout à fait. En fait, on avait une équipe de navigateurs, donc 2 personnes dont le rôle principal à bord était justement de télécharger les données météo, regarder ce que nos concurrents faisaient, regarder aussi les courants et prendre les décisions là, sur la meilleure route à suivre. Puis c'est tout le temps le skipper qui avait le dernier mot pour les décisions et ce qu'on faisait. C'est ça. Et donc, c'est une aventure qui a commencé quand, ça, de réunir ces gens-là? Vous êtes une équipe constituée de Québécois, principalement, des Canadiens. Enfin, oui, vous êtes à toute fin pratique tous des gens d'ici, hein? Oui, tout à fait. On est 14 Québécois d'origine ou d'adoption. Il y en a quelques-uns qui ont choisi le Québec comme port d'attache. Et il y avait 2 Ontariens aussi avec nous. En fait, l'aventure a commencé pour certains d'entre nous il y a plus de 5 ans en préparation pour la Transat 2020.
Donc, 1 an et demi avant, ils avaient commencé à s'entraîner, à faire des événements ensemble pour se préparer à la compétition. Malheureusement, l'édition 2020 a été annulée Ben c'est ça, à ça cause vous a d'une donné grande presque une pandémie. chance. Ça vous a donné, parce que la dernière compétition a eu lieu en 2016, effectivement. Après ça, c'était la pandémie, Exact. ça a été annulé. Donc, ça vous a donné un petit peu le temps de vous, finalement, de vous constituer une équipe et puis en fait, d'apprendre à performer Tout à ensemble. fait. Ouais. Oui. Puis, Et, entre-temps, le Atlas a acheté un nouveau bateau. Donc, on avait un bateau qui avait fait la course, la Volvo Ocean Race en 2008, qui a été racheté par l'équipe en 2020 à peu près. Puis, c'est sur ce bateau-là, un 70 pieds, qu'on a compétitionné cette année. Dans le fond, pour se préparer pour l'événement, on avait fait un convoyage, tout le monde ensemble, en décembre dernier, donc du nord de l'Espagne aux îles Canaries, pour apprendre à fonctionner tout le monde ensemble, déterminer les rôles de chacun, pratiquer un peu les manœuvres. Puis on s'est préparé aussi à distance là, avec différents comités pour la préparation de tout ça. Andréane, vous parlez de rôle, justement. Vous le savez, on est en compagnie d'Annie Pelletier. et oui, la plongeuse olympique. La plongeuse olympique. Mais là, j'ai lu que vous étiez à bord de ce voilier plongeuse. C'est quoi le rôle d'une plongeuse à bord d'un voilier comme celui-là? Fait que ça n'a rien à voir. Non, sûrement pas. Assurément pas. Dans le fond, en tant que plongeuse, c'est moi qui nettoyais la coque quand on était à quai. Wow. Donc, ces bateaux-là n'ont pas de vernis ou d'isolation pour la coque pour avoir des meilleures performances, mais en eau stagnante, il faut laver pour pas qu'il se fasse d'algues puis des adhérences et que ça abîme le bateau. Donc, par exemple, à Québec, on a plongé 3 fois la semaine avant de partir pour s'assurer là, que le bateau était en bon état. Puis, si jamais, pendant la course, on se prenait dans des filets, s'il y avait une avarie majeure, puis qu'il fallait aller faire des réparations pour se rendre à bon port, ça aurait été moi. Heureusement, on n'a pas eu besoin de plonger pendant la traversée. Il y a eu un peu de dommages, donc j'ai plongé en arrivant à Saint-Malo pour faire des réparations temporaires d'ici à ce que le bateau se rende à notre port d'attache où il va être sorti de l'eau. Mais c'est ça, c'est surtout pour ce qui se passe en dessous du bateau. Eh bien, Andréane, c'est Annie. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour cet accomplissement-là. À toi et à toute ton équipe. Hein, c'est un réel travail d'équipe. Dis-moi, est-ce que tu devais comme descendre un genre d'échelle pour aller à l'eau ou tu devais littéralement plonger? C'était combien de haut? Fait que dans le fond, le bateau est à peut-être 1 mètre. Il y a une descente à l'arrière, donc pour sauter dans l'eau. OK. Puis il faut descendre. Dans le fond, la quille du bateau, ça descend à presque 5 mètres sous l'eau. Oh, quand même. Quand même. Donc, si on part du pied de la quille, le bulbe de la quille, là, ça peut être assez creux. Sinon, c'est un peu moins. Et donc, tu devais plonger sous l'eau et puis tu pouvais rester là combien de temps? Pour laver le bateau, par exemple, ça peut prendre entre une demi-heure, 1 heure. Donc, on saute avec de l'oxygène. Là. Oui, j'espère parce que ça serait long. Monte, retourne. Mais bravo, Ouais, non, je connaissais pas ça du tout. Puis, je suis contente de découvrir cette passion-là Oui, nautique. tout à fait. Parce que c'est vraiment une passion. Parce qu'en fait, ce qui est particulier, c'est que c'est pas votre métier. Chacun a un métier différent. Là. Vous n'êtes pas des professionnels de la voile. C'est-à-dire que vous faites autre chose dans la vie en plus. Tout à fait. On avait des gens d'affaires, 2 pompiers, quelqu'un qui fait de la réno, une anesthésiste. Donc, on est tous des gens qui avons une job à temps plein, mais qui se passionnent pour la voile et qui aiment performer en équipe parce que c'est un sport qui peut se faire en petit équipage. Mais nous, on a fait le choix de le faire sur un gros bateau avec une grosse gang, ce qui amène aussi son lot de défis humains, mais qui est très stimulant aussi. Andréane, au hockey, on appelle une équipe, en fait, où on ne mettait pas tant d'espoir. On appelle ça une équipe Cendrillon. Est-ce qu'on peut dire ça de votre équipe? On dit ça aussi, hein? Je pense que oui. Oui, parce qu'Annie et moi, Tout à tantôt, fait, on cherchait le terme. Puis là, Annie a dit, je pense que c'est une équipe Cendrillon. Alors, on peut dire ça de votre équipe?
Tout à fait. Puis à notre arrivée à Saint-Malo, personne ne savait qui on était. Ah, c'est incroyable, hein? Ah, mais ça a été la surprise pour tout le monde, c'est sûr. Mais enfin, j'imagine que ça a été, vous avez célébré fort, puis que tout le monde, après ça, voulait vous connaître, bien entendu. Hein? Ça a dû être vous avez dû être quand même la sensation du jour, là. Et puis, bon, il y a eu quand même un naufrage pendant la traversée. Oui, effectivement. Je disais tout à l'heure, nous, on avait fait le choix d'être un petit peu plus au nord. Les gens qui sont allés au sud ont frappé des très gros orages et des grands vents avec des visibilités pas toujours évidentes. Il y a eu un naufrage, un bateau qui a coulé, et puis il y en a deux autres qui ont été endommagés et qui ont dû arrêter aux Açores. Donc, ils ont interrompu leur course. C'est ça. Donc, évidemment, il n'y a pas eu tout le monde a Pas de été blessés, récupéré, heureusement, pas de oui. blessés, rien. Alors, tant mieux. Et vous étiez au courant de ça. Mais en fait, donc, pour vous, le fait d'avoir pris le Nord a fait toute la différence. Est-ce que d'autres, c'est ça, il y en a d'autres qui vous ont suivi dans cette décision-là? Un petit peu, puis ils ont été plus vers le sud après. Le problème avec notre parcours, c'est qu'on a manqué de vent. Fait qu'en bas, il y en a eu beaucoup. Nous, on a eu des périodes de pétole qu'on appelle, donc avec pas de vent, puis qu'on n'avance mon pas ou Dieu. presque pas. Fait que ça, c'est un autre genre de défi plus psychologique. Fait que on pensait pas, puis on s'est retrouvés avec ce choix-là en milieu ou même aux trois quarts là, de la flotte. On se voyait pas du tout gagner à ce moment-là. Puis les circonstances ont fait qu'on a pu se faufiler. Puis eux aussi ont eu une période d'arrêt des vents à un moment où est-ce qu'il nous a donné la chance là, de remonter. Ah, mais quelle histoire! Et vous étiez, 16 à bord. Évidemment, je vous ai entendu en entrevue dire que, évidemment, la cohabitation, c'est pas évident, là, il faut comprendre. Vous étiez quoi, 2 filles, je pense? Tout à fait. 2 filles, 14 garçons. Et on vit dans un espace, c'est un gros bateau, mais c'est quand même très rudimentaire comme installation. C'est pas très grand. On a 12 couchettes, 12 bannettes. Donc, on se partageait là, les bannettes pour dormir. On dort jamais tout le monde en même temps de toute façon. Puis, on apprend à vivre ensemble et je dirais la bulle, notre espace personnel rapetisse jusqu'à ne plus exister. Ah non, c'est ça. Donc, ça veut dire quand même, c'est 5000 kilomètres? Oui, exact. C'est 2897 milles nautiques, quelque chose comme ça. Sur une période de combien de jours? Vous l'avez fait en... 14 jours, 18 heures. C'est ça, 14 jours, 18 heures. Collé à 16 dans un même voilier. C'est quand même quelque chose. Alors, vraiment, d'abord, c'est une course quand même mythique aussi. C'est sûr qu'il y a des grands qui ont participé. Là. Moi, je me souviens de l'époque de Florence Artaud, là, cette grande navigatrice qui, ironiquement, est décédée en hélicoptère, c'est-à-dire d'un accident d'hélicoptère. Alors, elle a vécu des situations très difficiles en mer, hein, mais en tout cas, est-ce que vous aviez des modèles, par exemple, de navigateurs? Il y en a plusieurs qui ont tissé la route. Il y a Georges Leblanc même qui participait à cette édition-là. Oui, qui était le plus âgé, je pense. De 72 ans. Oui. 72 ans! Ouais. C'est fantastique. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est très inspirant. Puis, il y a beaucoup de marins aussi qui font des courses autour du monde, qui participent aussi à la course Québec-Saint-Malo, qui a repris là, de plus belle depuis 1984. Donc, personnellement, j'ai pas grandi dans ce milieu-là du tout. J'ai découvert la voile il y a 6 ans seulement. Mais j'ai plusieurs collègues qui regardent depuis qu'ils sont petits la course Québec-Saint-Malo en rêvant de pouvoir participer. Ils étaient particulièrement émus de pouvoir, à la ligne d'arrivée, là, qu'on l'ait fait puis qu'on soit arrivé premier et qu'on a réussi malgré les défis et les embûches. C'est ça, d'ailleurs, quand on était jeune, Chantal, on le regardait à la télé. Oui, c'était télédiffusé, oui, à tout à fait. Radio-Canada. Oui, c'était vraiment... c'était très, très... il y a eu une époque, c'était très populaire, même si on dit qu'ici, c'est moins connu qu'en Europe, mais quand même, ce type de course. Mais tout de même, il y a des amateurs ici même. Et le gros défi aussi, c'était d'éviter, bien sûr, les baleines. Enfin, il fallait considérer ça aussi. Ça pouvait être une menace pour vous.
Tout à fait. Il y avait même des zones dans le Saint-Laurent où est-ce qu'on pouvait pas, pour les gros bateaux, donc ça concernait pas les classes 40, mais pour nous, on pouvait pas aller à plus que 10 nœuds de vitesse. Donc, il a même fallu affaler la voile avant parce qu'on allait trop vite. Ensuite, en sortant dans le Golfe et dans l'Atlantique, on a vu énormément de mammifères marins, des dauphins presque tous les jours et des baleines. Et à un moment, il y a une très grosse baleine qui sort à 1 mètre du bateau sur le côté et elle nous a suivis. On l'a vu là 3 fois, puis à chaque fois, elle se rapprochait, puis on a eu peur. Parce que une baleine, ça peut être de très grande taille et si la baleine accroche la quille ou accroche la coque, ça peut être la fin pour nous, là. Fait que je vous dirais que ça a été pas mal le moment où c'est j'ai pas le tout à fait un plus cadeau. craint. C'est ça. C'est C'est pas tout à fait un on cadeau. était Il y en a qui contents de le payent voir, pour c'est voir ça puis qui se excitant, croisent les doigts pour voir des baleines de si près. Alors, Mhm. oui, c'est ça. Tout à fait. Eh là là. Alors, évidemment, c'est sûr que ça a été un défi physique, mental, humain. Et puis, donc, vous avez remporté la Transat Québec-Saint-Malo. Évidemment, j'imagine que ça vous donne le goût de refaire l'expérience. Oui, je sais pas si je referais exactement la même chose sur un gros bateau avec autant de monde. Je dirais que je me suis un peu ennuyée du confort et de la douche. D'accord. Enfin, ce sont des défis, bien sûr. On pense à Mylène Paquette, celle qui a traversé l'Atlantique en Ouais. solitaire aussi. Alors, vraiment de beaux exploits. Enfin, merci d'avoir pris ce temps. Et puis là, j'imagine que vous célébrez pas mal. Vous êtes toujours à Saint-Malo? En fait, je suis rendue à Nantes et je quitte demain matin. Moi, j'ai eu la chance de retrouver ma fille à l'arrivée, Oh! qui avait fait le voyage avec mes parents. Puis, on a profité d'un peu de temps en famille avant de retourner au Québec. C'est merveilleux. Ça a été un plaisir, Andréane Chevalier, de vous accueillir. Et puis, bonne suite dans votre passion. Au Je vous revoir. remercie beaucoup. Merci, Bonne journée à Andréane. vous. Au revoir. Bye. Alors oui, de retour avec Annie Pelletier, à la fois plongeuse olympique, mais évidemment qui a plein d'autres projets en tête. Et puis c'est ça, tu disais que toi, c'est pas le genre de choses que tu ferais là, d'aller sur un voilier comme ça. Non, mais étonnamment, je suis très, très sociable. Hein. J'adore les gens parce que, justement, Mais là, oui. ma prochaine carrière, ça va être vraiment avec les gens sur le terrain. Mais dans ma vie personnelle, je suis plutôt solitaire. Puis, j'ai besoin de ma bulle, puis d'être avec 14 personnes, puis pas se doucher à tous les jours. Pas avoir mon petit confort de mon lit avec mon oreiller. Oh, boy. D'ailleurs, Andréane, elle l'a dit, elle s'ennuyait de son confort. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Et puis, on disait justement qu'il y a des gens qui font parfois certains défis, se lancent là-dedans, comme Mylène Paquette qui disait, au fond, qu'elle avait un peu peur de l'eau. C'est étrange. Elle a fait la traversée en solitaire. Elle a fait la traversée en Atlantique comme ça, sur son petit bateau. Et puis, on dirait qu'on se lance des défis. C'est à croire, on pourrait se dire, qu'est-ce qui m'effraie le plus? Et puis, je vais le faire pour se prouver, finalement, comme tu disais, que oui, après ça,
on se sent comme... Peut-être que quand on sort de notre zone de confort puis qu'on réussit à atteindre l'inatteignable à nos propres yeux, c'est qu'après ça, le sky is the limit. On peut relever d'autres défis. Le ciel, comment on dit ça en français? Oui. Tout est permis. Là, tout à fait. Tout est possible. Alors, et d'ailleurs, c'est ça. Donc, toi, tu t'es donné aussi une autre mission, effectivement. Tu nous comptais avant qu'on reçoive d'autres invités, tu nous parlais de tes projets, là, de retour aux études, mais aussi de s'investir au niveau... tu as déjà une offre d'emploi qui est acceptée. Là, juste nous rappeler exactement donc, qu'est-ce je que serai PEH, donc préposée aux élèves handicapés à l'École Bel-Essor de Longueuil, qui est tout près de chez moi. Je suis bénévole avec eux depuis 9 mois déjà, depuis le mois d'octobre, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et je me suis attachée beaucoup aux enfants. C'est des enfants qui étaient âgés entre 4 et 12 ans. Et c'est une école, on appelle ça une école de bout de ligne, là, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est une école qui accueille les handicaps au niveau intellectuel. Là, c'est de sévère à très profond. Il y a énormément de jeunes qui vivent avec le spectre de l'autisme. On a quelques jeunes aussi trisomiques et toutes sortes de déficiences physiques, intellectuelles, motrices, au niveau de la vision, de la vue, de l'audition. Donc, des jeunes qui partent là sur le... J'aime ça dire ça, mais tu sais, sur le fil de départ de la vie, là, partent plusieurs mètres derrière ce fil de départ. Et nous, autant les professeurs, les enseignants, les éducateurs, les ergothérapeutes, les infirmières, tout le personnel qui travaille là doit être passionné. Et on essaie de les faire avancer un pas à la fois pour essayer de les rendre plus autonomes, de les inclure dans notre société qui va vite. Alors, Nathalie, ça te laissera peu de temps pour profiter de ton été. Qu'est-ce que tu t'envisageais de faire? Pas Nathalie, non. Je dis Annie, parce que là, finalement, j'ai Nathalie d'un côté, puis j'ai Annie de l'autre côté. Alors, c'est Annie. Ça. Donc, oui, Annie, finalement, ça te laisse pas beaucoup de temps, là? En fait, là, depuis le 1er juillet, je suis en vrai congé, là, parce que j'ai fait tout ce temps-là du bénévolat pour... Bon, j'étais en CHSLD, j'ai fait aussi en soins palliatifs. J'ai accompagné des gens en fin de vie. Ça a été très, très touchant, très formateur, très valorisant, très gratifiant. Puis, j'ai eu plusieurs témoignages à l'effet que j'étais bonne dans cet accompagnement-là. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a valorisée aussi, parce que je sors d'une période difficile. Alors, de redonner, si j'avais un conseil à donner, là, pas de conseil à donner à personne, mais j'ai retenu une leçon dans les dernières années, c'est que quand on vit quelque chose d'extrêmement difficile, émotivement, de redonner, ça aide à passer au travers, je trouve. Il y a de la médication, il y a le sport, il y a prendre soin de soi, il y a tout ça, mais de redonner, même quand on pense qu'on est vide à l'intérieur, puis qu'on est brûlé, puis qu'on est exténué, de redonner à une cause, à une clientèle qu'on affectionne particulièrement, ça relativise ce qu'on peut vivre, sans banaliser, hein? Non, pas du tout. Parce qu'on est tous des privilégiés, là. Tu sais, ici, on est tous... Si on se compare, là, je sais pas, moi, en Ukraine, dans la bande de Gaza, c'est même ici au Québec, là, il y a énormément de pauvreté et de misère humaine. Tout à fait. Mais on a le droit de vivre nos épreuves et quand on redonne, ça relativise ce qu'on vit, on se sent apprécié, on se sent utile et ça va, je pense, guérir une certaine... ça peut être une portion dans notre cœur qui est à vivre. Un vide aussi, hein? Un vide aussi, parce qu'on on le vit. C'est un vide. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est un vide. Et effectivement, le bénévolat, c'est prouvé aussi que le bénévolat apporte son lot de bienfaits. Tu sais. Oui, mais je pense qu'on devrait publiciser ça encore plus. Puis de dire, vous pouvez aller faire du bénévolat n'importe où, dans le sens que si vous aimez les animaux, regardez sur, il y a peut-être un pet shop, une animalerie là, près de chez vous, et vous allez pouvoir aller nettoyer des cages, prendre les petits chats, les petits chiots dans vos mains. Il y a quelque chose... Pensez à votre passion, pensez à ce que vous aimez et allez voir sur Internet dans chaque communauté, dans chaque ville, dans toutes village, dans toutes les sphères d'activité. Il y a moyen, c'est ça, effectivement. Ça comble justement ce vide-là parce que ça permet de relativiser le nôtre et finalement et de s'enrichir aussi de ce qu'on donne. Oui, et on fait du bien, on fait avancer quelque chose. Oui, et on fait avancer quelqu'un d'autre, on peut inspirer quelqu'un d'autre, on prête main forte, mais en même temps, on se fait du bien à nous-mêmes. Oui, c'est très drôle parce que ton fils est en régie et puis c'est lui qui vient de nous dire qu'il ne restait
fait 6 minutes alors, à l'entrevue. Très drôle. Merci, Arthur. C'est gentil à toi. Alors, oui. Et puis, vous avez une grosse journée, Annie, là. Je sais que vous recevez, que tu reçois. Enfin, oui, il y a plein de monde qui s'en viennent chez toi. Et puis, bon, c'était pas prévu, mais enfin, il y a bien des petites courses avec Arthur, là, qui s'en viennent après l'émission. D'ailleurs, on parle de l'été. Les Oui. étés de ton enfance, ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était seulement de l'entraînement ou Ben, il y avait beaucoup tu devais profiter de la vie aussi, hein? Ben, il y avait beaucoup d'entraînement. À Mhm. partir de l'âge de 8-9 ans jusqu'à 22 ans, dans le fond, mes étés... Ben, j'ai peut-être une anecdote là, rapidement. C'est que, tu sais, moi, mes parents, on vivait à Tétroville, puis on vivait dans un appartement, un triplex, mais dans un appartement, un 5,5. Et... tu sais, nous, nos vacances, on était sur le balcon arrière, puis après ça, on était sur le balcon avant, puis après ça, on retournait sur le balcon arrière, puis fait que c'était pas mal ça. Je vivais devant un parc, on était au parc, il y avait la Barboteuse, tu sais, sur la rue de Liébert, on allait à la piscine Taillon, il y avait la ronde dans le temps, on allait à la ronde, on a fait quelques activités quand même, mais ce que je veux dire, c'est que les parents, les familles qui étaient beaucoup plus nantis, bon, ben, ils partaient avec leurs enfants tout l'été, ils allaient en voile, ils allaient au chalet, ils allaient en Europe, ils allaient dans le sud, peu importe. Et moi, comme on était plus modeste, ben moi, je m'entraînais tout l'été parce que mes parents ne m'enlevaient pas de la piscine. Non, c'est Alors ça. moi, je pouvais m'entraîner des fois 2 fois par jour. Le samedi, 2 fois par jour. Le dimanche, 2 fois par jour. Puis j'avais une journée ou 2 de congé la semaine. Mais je pouvais m'entraîner davantage. Et quand septembre arrivait, ben je voyais... C'est fou, mais le fait que mes parents avaient un peu moins de moyens a fait en sorte que l'été, ils m'amenaient pas au chalet, puis ils m'amenaient pas faire de la voile, puis on n'allait pas à Paris ni à Rome, là. Tu sais, on restait à Tétroville. Puis d'un côté, ben c'est sûr que ça demandait, j'imagine, un effort aussi. Il y avait des coûts associés à ça, à l'entraînement et tout. Alors, ils t'ont quand même accompagné là-dedans. Vraiment. Ils mettaient comme une petite croix là-dessus aussi. Ben vraiment. Jusqu'à un certain Moi, point. j'ai trouvé ça à leur décès, mais même avant leur décès, j'avais réalisé combien... moi, j'ai tout le temps dit qu'eux s'étaient sacrifiés parce qu'eux n'ont pas voyagé. Tu sais, ils prenaient leurs sous pour m'envoyer en Russie, en Chine, pour aller chercher de l'expérience, pour aller compétitionner contre les meilleurs. Parce qu'en plongeon, les Chinoises et les Russes font partie des meilleurs. Donc, ils se sont... ils ont sauvé leurs sous pour m'envoyer prendre de l'expérience à l'extérieur du Canada. Alors que eux... moi, je me rappelle les vacances où je suis allée avec eux, on allait au motel Régent à Québec. Puis, ben, tu sais, j'étais très heureuse, hein? Je veux juste dire, Non, c'est dis ça. pas du tout pour me victimiser ou rien non. de ça, mais c'est le constat que mes parents, on allait à Québec, on allait au motel, puis il y avait une piscine avec des chaises rondes, là, en plastique, là, je me rappelle encore, il y avait un tremplin, puis des fois, j'étais pas encore, j'étais toute petite, là, 8, 9, 10 ans, j'étais pas encore en plongeon, mais j'adorais ces vacances-là, pareil, là, tu sais, des fois, j'avais 2-3 semaines de vacances l'été, il fallait pas prendre de poids, même quand on était toute petite. Là, c'était... Quand on y repense, c'est un peu fou. C'était quelque chose là, aussi, hein, cet aspect-là, Beaucoup de pression. beaucoup de pression. Quand D'ailleurs, même, quand oui, même. aujourd'hui, on essaie un petit peu de mettre aussi la lumière là-dessus sur des fois des pratiques qui étaient moins évidentes là, pour... c'est ça, on imposait beaucoup de choses aux jeunes et aux jeunes filles aussi. Tout à fait. On est plus dans la bienveillance. Il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais il y a un grand... on s'ouvre les yeux. Je pense qu'il y a une grande prise de conscience en ce moment sur il est possible de performer et d'avoir un rythme de vie qui est plus sain, qui est plus équilibré. Mais évidemment, quand on veut atteindre le haut de la pyramide olympique, par exemple, ou paralympique, on peut pas tout faire. Hein? On peut pas être là au party à toutes les fins de semaine. On peut pas être la présidente de notre classe. On peut pas... il y a des choix à faire. Tantôt, on a parlé de sacrifice. Moi, je préfère parler de choix. Mais... et on est plus dans l'approche là, des entraîneurs de bienveillance, de respect de l'être humain qui est devant nous. Et je pense que tant mieux, hein, parce que ces athlètes-là, moi j'en fais partie, mais on devient un membre de la société par la suite, puis il faut continuer de bien fonctionner. Il ne faut pas être traumatisé toute notre vie parce qu'on a raté une enfance, une adolescence, parce qu'on a été fouetté à gauche par droite, là, au sens figuré du terme. Là. Mais... il faut tenter de faire de ces super humains-là qu'on va voir à Paris là, à partir de vendredi. C'est des humains extraordinaires. Moi, je les adore, les athlètes. Je vais les suivre avec passion. Puis, je veux juste te remercier parce qu'on termine bientôt. Oui. Je veux te remercier, même si pour toi, ça fait longtemps. Pour nous, c'était hier. Pour toutes les émotions au cours des années, tout ce que tu nous as fait vivre. Merci, Annie Pelletier. Merci.
Et Ça puis, fait tout plaisir. ce que tu es devenu et ce Oui. que tu deviendras aussi. Tu es un modèle à tous les niveaux. Ben, merci. Puis Arthur nous dit qu'il reste 30 20 secondes, 20 secondes. Voilà, c'est le décompte. Alors, voilà, on occupe ton fils comme ça pendant ce temps-là. Ben, merci infiniment d'être venu passer Merci l'heure à avec vous nous. pour l'accueil. Merci, Annie. Ça a été un C'était grand très plaisir. chaleureux. Merci. Ouais, grand bonheur. Merci, Annie. Et puis, je souhaite une bonne journée à tout le monde, bonne fin de semaine et bonnes vacances à ceux qui prennent des vacances à partir de maintenant. Au revoir et à la semaine prochaine. Qui tout le monde? Au revoir. Au revoir.